Ok, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette séance de cours qui va porter aujourd'hui sur la centrifugation. Alors, nous avons déjà vu, toujours dans le cadre des techniques de séparation, dernièrement, nous avons essayé de présenter l'éventail de techniques utilisées dans les laboratoires de biochimie pour la séparation des biomolécules. On avait parlé, entre autres, de la dialyse, de la centrifugation, de la précipitation, mais également des techniques chromatographiques et de l'électrophorèse. La semaine passée, ou bien pas la semaine passée, il y a de cela quelques jours, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la dialyse et de tous les aspects liés à ces techniques. Donc, dans le cadre du cours d'aujourd'hui, nous allons poursuivre cette fois-ci avec une autre technique qu'est la centrifugation. Alors, c'est quoi la centrifugation? Alors, la centrifugation, c'est un procédé de séparation des constituants d'un mélange en fonction de leur densité sous l'action d'une force centrifuge. Alors, la centrifugation s'oppose ici à la sédimentation. Si vous prenez par exemple une solution hétérogène, disons-le comme ça, ou bien vous venez de puiser l'eau du robinet, il y a des particules là-dedans, et vous voulez que ces particules se déposent. Qu'est-ce que vous faites? Vous laissez l'eau au repos pour que les particules se déposent. C'est une sédimentation. Les particules qui sont en suspension dans l'eau se déposent sous l'effet de la gravité, la force de pesanteur qui les attire vers le fond du tube. Alors, la centrifugation ici, en fait, c'est une sédimentation accélérée par une force centrifuge. Donc, dans la centrifugation, les particules en suspension se déposent en fonction de leur densité, c'est-à-dire les plus denses se déposent rapidement et les moins denses se déposent lentement. Ce qui veut donc dire que pour provoquer cette sédimentation, on utilise une force centrifuge. On va revenir en fait sur ce que c'est que la force centrifuge. Donc, en définition déjà, la centrifugation, c'est ce procédé qui permet de séparer les constituants d'un mélange en utilisant une force centrifuge. Vous voyez très bien ici que pour créer la force centrifuge, on fait tourner ici en fait les tubes dans une enceinte rotante. Les tubes vont tourner dans une centrifugeuse autour d'un axe de rotation. On dit donc qu'elle tourne dans un rotor. Là, vous avez les particules en suspension qui se déposent. Alors, au cours d'une centrifugation, en général, on a deux produits. On a le surnageant qui est le liquide qui est au-dessus du culot, d'accord? Et on a le culot. Le culot, c'est ce matériel plus ou moins solide qui se dépose au fond du tube à la fin de la centrifugation. Donc, chaque fois qu'on réalise une centrifugation, il y a toujours ces deux produits qui se forment. Alors, sur quel principe repose la centrifugation? Alors, il faut savoir que la centrifugation consiste, n'est-ce pas, à faire tourner des tubes déposés dans un rotor à une vitesse de rotation très élevée. En fonction des types de rotors, on peut avoir des rotors à angle fixe ou des rotors à godet mobile. On va y revenir. Donc, au cours de la centrifugation, les composés qui sont en suspension dans le fluide à séparer sont soumis à l'action de quatre forces. Les composés qui sont en suspension dans le fluide sont soumis à l'action de quatre forces. La force de pesanteur, c'est cette force qui tend à attirer les composés vers le fond du tube sous l'effet de la gravité. La force de pesanteur qui est matérialisée ici par le symbole Fp. Ensuite, on a la poussée d'Archimède, qui est la force de résistance opposée par le liquide dans lequel les particules sédimentent. La force d'Archimède ou poussée d'Archimède, elle est ascendante et opposée, n'est-ce pas, à la force de pesanteur. Ensuite, vous avez la force de friction. Quand le composé en suspension dans le fluide tend à se sédimenter, il se frotte au liquide. Il y a donc une force de frottement qu'on appelle la force de friction. Ensuite, vous avez la force centripète.
Du fait que le tube soit en train de tourner autour d'un axe, il y a une force qui tend à ramener, n'est-ce pas, la particule en suspension vers le centre de l'axe. On appelle cela la force centripète. Et il y a maintenant la force la plus élevée parmi toutes ces forces, qui est la force centrifuge. C'est elle qui tend à fuir l'axe de rotation. C'est elle ici. C'est une force, c'est elle qui prédomine pendant la centrifugation. C'est elle qui va forcer, n'est-ce pas, la particule en suspension à se déposer au fond du tube. Donc, une particule en suspension dans le tube sera soumise à l'action de 4 forces, parmi lesquelles dans la force centrifuge qui reste la plus dominante. Alors, c'est quoi véritablement la force centrifuge? Alors, la séparation donc des particules s'opère sous l'action de la force centrifuge. Et cette force centrifuge est exprimée en newton et donnée donc par la relation que voici, Fc égale à m accélération. YC, c'est l'accélération, avec l'accélération comme étant égale à R fois W carré. L'accélération ici est exprimée en mètres par seconde carré. Ce qui veut dire donc que la force centrifuge est égale à M fois R fois W carré. C'est cette force-ci qui force les particules à se déposer. M ici, on va y revenir, c'est la masse apparente du composé. R, c'est la distance, n'est-ce pas, qui sépare le tube de l'axe de rotation. Vous voyez, voici l'axe de rotation. Ici, le rotor, le voici. L'axe de rotation. La distance qui sépare, n'est-ce pas, l'axe de rotation de la particule déposée, c'est ce qu'on appelle le rayon de rotation. Vous voyez, la distance qui sépare l'axe de rotation du composé qui se dépose au fond, c'est ça qu'on appelle le rayon de rotation. Donc ici, vous avez là donc la force centrifuge qui est égale à m fois r fois w carré, avec w ou oméga, si vous voulez, étant égal à la vitesse angulaire. La vitesse angulaire, c'est une vitesse qui s'exprime en radians par seconde ou encore en tours par minute. Vous savez très bien, quand vous avez fait ça en troisième ou en classe de seconde, la vitesse angulaire oméga est égale à 2 pi n en général. Donc, vous voyez que pour que la force centrifuge soit élevée, elle doit être proportionnelle à la masse, au rayon R et à la vitesse angulaire. Alors, c'est cette force centrifuge, je résume encore. Quand une particule est mise dans une centrifugeuse, au cours donc de la centrifugation, la particule est soumise à l'action de 4 forces, parmi lesquelles la force centrifuge qui est proportionnelle à la masse, au rayon du tube, au rayon qui sépare à la distance R, qui sépare l'axe de rotation de la particule et à la vitesse angulaire. C'est maintenant la force centrifuge-là qui va imprimer à chaque particule une vitesse de sédimentation. Si vous voulez, au cours de la centrifugation, si nous avons 2 particules en suspension dans le mélange, les 2 particules seront soumises à l'action de la force centrifuge, mais elles n'auront pas la même vitesse de sédimentation. La particule qui a une vitesse de sédimentation plus élevée va se déposer plus vite et celle qui a une vitesse de sédimentation plus faible va se déposer lentement. Et cette vitesse de sédimentation donc, est liée à la force centrifuge qui crée dans le tube à centrifuger, n'est-ce pas, une accélération. Donc, sous l'effet de la force centrifuge, chaque particule en suspension sera en mouvement avec une vitesse de sédimentation Vs. Et c'est cette vitesse de sédimentation qui fera que les particules se déposent sur des couches identiques ou sur des couches différentes. Et la vitesse de sédimentation est donnée donc par la formule que voici. Vs est égal à 2 fois le rayon de la particule. Cette fois-ci, R, ce n'est plus la distance qui sépare de l'axe de rotation. Ça, c'est le rayon de la particule. G, qui représente ici l'accélération d'une certaine manière. Delta phi, qui représente la différence de densité entre la particule et le milieu où la particule est contenue.
Bon, j'ai l'accélération due à la force centrifuge, bien évidemment. N, n'est-ce pas, qui est la viscosité de la solution. Donc, c'est pas H, c'est ceci. Donc, la vitesse, pour résumer, la vitesse de sédimentation, n'est-ce pas, est proportionnelle à l'accélération centrifuge qui est créée par la force centrifuge. Elle est également proportionnelle à certaines caractéristiques de la particule, notamment son rayon, le rayon de la particule. Elle est proportionnelle à la différence de densité entre la particule et la densité du milieu, mais elle est inversement proportionnelle à la viscosité. Si vous avez un milieu très visqueux, les particules vont se sédimenter lentement. Si vous avez un milieu moins visqueux, plus fluide, alors les particules vont se sédimenter rapidement. C'est pourquoi la vitesse de sédimentation est inversement proportionnelle à la viscosité. L'autre expression de la vitesse de sédimentation, c'est Vs est égal à m apparent sur F fois l'accélération centrifuge. C'est-à-dire, n'est-ce pas, l'accélération centrifuge ici. Donc, F, c'est justement le coefficient de friction qui est proportionnel également au rayon de viscosité. Voilà, voilà une autre expression de la vitesse de sédimentation. Alors, la vitesse de sédimentation Vs peut être également exprimée en utilisant la relation S fois l'accélération, S étant le coefficient de Svedberg qui est encore appelé constante de sédimentation. Et voici comment on peut calculer la constante de sédimentation en utilisant la formule M étoile sur F qui est égale encore à la vitesse de sédimentation sur l'accélération. Donc, pour résumer, les molécules sont séparées en fonction de leur taille, de leur forme, de leur densité, de la viscosité du solvant et de la force centrifuge. La vitesse de sédimentation dépend donc de certaines caractéristiques de la particule, notamment la masse apparente, on a parlé de ça, la masse apparente, mais des caractéristiques également de la centrifugeuse, notamment le rayon de rotation qui définit donc l'accélération de la centrifugeuse. Voilà. Donc, le coefficient de sédimentation est une constante qui est propre à chaque particule. Et c'est une grandeur qui s'exprime normalement en secondes. 1 grand S est égal à 10 puissance moins 13 secondes. Alors, la masse apparente de la particule, c'est quoi? En fait, quand une particule se trouve dans un milieu, s'il se trouve par exemple sur un support solaire, il a une masse m. Mais une fois qu'il se trouve donc dans un fluide, il faut tenir compte de l'effet de la viscosité ou de la densité du milieu sur cette masse-là. On calcule une masse apparente qui est égale donc à m, facteur de 1 moins ρ, n'est-ce pas, du corpus sur ρ du milieu dans lequel il se trouve. Alors, quels sont les types de centrifugeuses que l'on distingue en général? Il existe en général quatre types de centrifugeuses qu'on va présenter assez brièvement. Nous avons donc les centrifugeuses de table. Les centrifugeuses de table sont en général des centrifugeuses de faible vitesse. Voilà, elles peuvent être utilisées pour des accélérations allant de 1000 à 3000 G, ce qui fait à peu près 3000 tours par minute. Ce sont des centrifugeuses qu'on utilise dans les laboratoires d'analyse médicale pour vous centrifuger votre sang et avoir le sérum, ou bien pour faire d'autres analyses. Maintenant, les centrifugeuses de sol, elles sont très généralement utilisées en industrie ou dans les laboratoires où des gens font des analyses sur des échantillons de sol et tout. Bref, ce sont les centrifugeuses qui sont en général, qui tournent à des accélérations très élevées. Bon, élevées, pas très élevées. On parle donc de au moins 20 000 G, vous voyez? Donc, on est là autour de 21 000 tours à 22 000 tours par minute. Alors, comme les vitesses commencent à devenir élevées, il faut que le moteur soit refroidi. C'est pour ça que ces centrifugeuses, en général, sont équipées toutes d'un système de réfrigération. Et les volumes qu'on centrifuge sont un peu plus importants. Dans une centrifugeuse de table, on va vous prélever 5 000 litres de sang, on va centrifuger. Donc, les volumes sont assez faibles. Ça varie généralement, entre 5 et 10 millilitres en général. En général. Bon. Les centrifugeuses de sol peuvent aller jusqu'à 250 millilitres. Voilà.
Vous avez à côté de ces centrifugeuses les ultracentrifugeuses. Comme son nom l'indique, elles vont encore à des vitesses extrêmement élevées. Les accélérations ici sont de l'ordre de 100 000 G. On peut atteindre des accélérations de 300 000 G. Les volumes centrifugés ici également sont importants. On peut par exemple centrifuger au maximum 40 millilitres. Comme l'accélération est également très élevée, il faut refroidir le moteur. C'est pourquoi elles sont dotées, n'est-ce pas, d'un système de réfrigération. À côté, n'est-ce pas, de cela, nous avons également les microcentrifugeuses. Alors, les microcentrifugeuses, ce sont des centrifugeuses qui sont utilisées pour centrifuger de petits volumes, en généralement entre 0 et 2 millilitres. C'est une centrifugeuse qu'on utilise quand on veut purifier souvent l'ADN. Alors, les tubes dans lesquels on fait ces centrifugations, on les appelle les tubes Eppendorf. Voilà à quoi est-ce qu'ils ressemblent. Alors, en général, les volumes varient. Ça, c'est par exemple un tube de 1 millilitre. Ça, c'est un tube de 1,5. Ça, c'est un tube de 2 millilitres. Bon, je vois là 2,5. Ça peut aller aussi jusqu'à 2,5. Donc, ce sont de petits volumes en général. Ces microcentrifugeuses sont généralement réfrigérées, d'accord? Et les accélérations qu'elles obtiennent varient entre 15 000 et 20 000 G. Alors, généralement, l'entreprise qui produit ce type de centrifugeuse, c'est l'entreprise Eppendorf. Voilà. C'est une entreprise basée en Allemagne. Alors, quelles sont les différentes parties d'une centrifugeuse? Alors, les centrifugeuses, en général, ce sont des marmites, en fait, dans lesquelles on a déposé un rotor. Et le rotor, c'est cet axe de rotation. C'est ce système, ce système tournant qui est équipé d'un axe de rotation et les plots. Les plots, ce sont ces tubes dans lesquels ces boîtes dans lesquelles on dépose les tubes à centrifuger. Voilà. Donc, on l'appelle dans ce système constitué de l'axe de rotation et des plots, le rotor. Alors, il existe donc trois types de rotors. On a les rotors à angle fixe. Alors, on dit angle fixe en général, pourquoi? Parce que les tubes dans ce type de centrifugeuse sont déjà inclinés et leur inclinaison ne change pas. Ça reste constant pendant toute la centrifugation. On parle donc de rotors à angle fixe. L'inclinaison, généralement, c'est entre 30 et 60 degrés. Les rotors à angle fixe. Les rotors à godets mobiles. Donc, au repos, voilà, les plots, si vous voulez, qu'on appelle encore godets, les plots ont une position verticale. Mais au fur et à mesure qu'on centrifuge, ces plots quittent la position verticale pour donc trouver une position horizontale. Vous voyez donc au cours donc de la centrifugation, le plot ou le godet est mobile, ce qui fait donc qu'il y a un allongement de l'axe de rotation. L'axe de rotation ici est petit, mais quand on le centrifuge, il finit par s'allonger. Il y a des rotors analytiques. On ne présentera pas dans le cadre de ce cours. Alors, les rotors à angle fixe, à quoi servent-ils? En général, ils sont assez compacts. Vous voyez là que, voilà, voici un rotor à angle fixe. Vous voyez que le godet ne peut pas changer de position. La position qu'il a là, c'est la position qu'il aura jusqu'à la fin de la centrifugation. C'est une position fixe. C'est pour ça qu'on parle de angle fixe. Voilà. Ils peuvent prendre, ici, on a par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tubes. Je pense 8 tubes en général. Et ici, vous voyez, on peut adapter également un rotor qui peut prendre beaucoup plus de tubes. Ils sont compacts, donc leur position est figée, ça ne change pas. Mais grâce à cette structure-ci, ce type de rotor peut atteindre des vitesses moyennes et élevées. Les ultracentrifugeuses telles qu'on les connaît, ou même des centrifugeuses réfrigérées, c'est-à-dire les centrifugeuses de sol, les ultracentrifugeuses, même les microcentrifugeuses, la plupart ont généralement un rotor à angle fixe. C'est avec ce type de rotor qu'on peut atteindre des accélérations très, très importantes. Alors, comment peut-on reconnaître qu'on a affaire à un rotor à angle fixe? En regardant, par exemple, en ouvrant la centrifugeuse et en regardant le type de rotor, ou bien, n'est-ce pas, en regardant le produit qui s'est formé à la fin de la centrifugation. Généralement, dans ce type de rotor, n'est-ce pas, le culot se dépose sur le côté au fond du tube. Quand vous avez un dépôt comme ça sur le côté, vous savez que vous avez un rotor à angle fixe. C'est l'inclinaison qui crée cela. Voilà. Par contre, ici, pour les rotors à godets mobiles, n'est-ce pas, nous avons là, pour ce type de rotor,
Au départ, le godet a une position verticale, d'accord, comme je vous l'indiquais là, mais au fur et à mesure donc que la centrifugation avance, il quitte sa position verticale pour avoir une position horizontale. On les appelle encore rotor à godet mobile ou à godet oscillant. Donc, les godets donc, sont disposés sur un système à bascule. Donc, le système à bascule, ils ont la possibilité de changer de position. Ils se réorientent pendant la centrifugation sous l'effet de la force centrifuge pour prendre une position horizontale. C'est ce que je vous expliquais. Les particules sédimentent directement au fond du tube. Vous voyez la différence des rotors à angle fixe. La particule en suspension sédimente directement, sans toucher les bords, au fond du tube. Un culot sec, au fond du tube. Voilà. Malheureusement, l'inconvénient majeur avec ce type de centrifugeux, c'est qu'on ne peut pas les utiliser pour des ultracentrifugations, pour atteindre des vitesses, des accélérations très, très fortes. Donc, l'allongement du rayon de rotation, justement, est un inconvénient au fait qu'on ne puisse pas les utiliser pour des centrifugations de vitesse plus élevées. Alors, quand je parle d'allongement du rayon de rotation, vous ne comprenez pas. Il y a une relation mathématique entre la vitesse de rotation et la force de pesanteur, ou si vous voulez, l'accélération. C'est cette relation-ci. Et ça, c'est le rayon de rotation. Si vous prenez par exemple un rotor à godet à angle fixe, le rayon de rotation peut être par exemple 5 cm. Voilà, vous voyez que vous aurez une accélération donnée, une vitesse de rotation donnée. Mais si vous prenez par exemple un rotor à godet mobile, on a dit que quand la centrifugeuse tourne, le rayon de rotation augmente. C'est-à-dire que le rayon de rotation peut par exemple atteindre même 10 cm. Vous voyez que plus le rayon de rotation est grand, plus la vitesse de rotation diminue. Et quand la vitesse de rotation diminue, on ne peut pas donc atteindre des accélérations très élevées. Il faut bien comprendre ça. En prenant un exemple avec, vous pouvez prendre un exemple, prenez la valeur de G, une valeur figée de G, ou bien vous prenez un exemple avec, dans une centrifugeuse, par exemple, où on a une certaine valeur de G peut-être égale à 1000 G, on a un rayon de rotation de 3 cm et dans l'autre cas, on a un rayon de rotation de 5 cm. Calculez dans chacun des cas la vitesse de rotation. Vous allez voir que la vitesse de rotation n'est pas la même dans les deux cas. Alors, quelques applications donc de la centrifugation. Alors, la centrifugation, tel qu'on vous l'a expliqué là, c'est une technique de séparation qui exploite la force centrifuge pour séparer les constituants d'un mélange. L'un apparaît sous forme de surnageant, l'autre apparaît sous forme de culot. Alors, vous voyez ici, on peut faire ce qu'on appelle au laboratoire une centrifugation différentielle. J'ai par exemple ici mes particules en suspension dans ce mélange. Je fais d'abord une centrifugation à basse vitesse. Quand je fais cette centrifugation, j'ai une partie des molécules qui sédimentent. J'ai le premier culot. Comme ça se dépose sur le côté, c'est un rotor à angle fixe. Là, j'ai encore des particules en suspension. Je recueille ce surnageant, je le mets dans un autre tube. Je centrifuge à une vitesse légèrement plus élevée que la précédente, n'est-ce pas? Les particules s'y vont sédimenter. Je recueille le surnageant que voici et je le centrifuge encore à une vitesse plus élevée que la précédente et il y a un autre dépôt qui se forme. Là, c'est une centrifugation différentielle. C'est une centrifugation, c'est une série de centrifugations dans lesquelles le surnageant de la précédente sert, n'est-ce pas, de matériel pour la prochaine centrifugation. Voilà. La centrifugation différentielle est par exemple utilisée pour faire le fractionnement cellulaire. Vous pouvez prendre par exemple un tissu que vous broyez et quand vous broyez votre tissu, vous avez un homogénate cellulaire. Vous voyez, vous le centrifugez d'abord à une basse vitesse, par exemple 1000 G, pendant 10 minutes. Vous avez les noyaux de la cellule qui se déposent. Vous recueillez le surnageant, vous centrifugez maintenant à 15 000 G, moyenne vitesse, on est dans l'ordre de 15 000 G. Vous voyez là, maintenant, quand vous allez centrifuger, les organismes se déposent dans le culot. Parmi les organismes, vous avez les mitochondries, les chloroplastes, les lysosomes, les péroxysomes. Vous recueillez donc le surnageant de cette centrifugation-ci. Vous centrifugez maintenant à grande vitesse. On est de l'ordre de 100 000. Ça, c'est une ultra-centrifugation. Là, maintenant, vous recueillez
n'est-ce pas, les membranes dans le culot et les polyribosomes. Là, maintenant, vous avez un surnageant que vous pouvez encore recentrifuger. Et quand vous recentrifugez, donc, vous avez donc les ribosomes et le cytosol. Voilà, une centrifugation différentielle. Maintenant, la centrifugation isopycnique. Alors, la particularité de cette centrifugation-ci, en général, c'est que euh, la suspension dans laquelle on veut séparer les molécules, on a déjà un gradient préparé. En général, on utilise au laboratoire un réactif qu'on appelle le chlorure de césium. Quand vous mélangez votre échantillon, par exemple, au chlorure de césium, les particules contenues dans votre échantillon se répartissent de manière différentielle par rapport à leur propre densité. Mais ça, vous ne pouvez pas encore le voir. Là, vous avez par exemple un gradient continu, c'est-à-dire que du haut vers le bas, la densité du liquide n'est pas la même. Et les particules se répartissent dans ce liquide en fonction de leur densité. Dans un gradient préformé, vous pouvez par exemple préparer le gradient de façon à ce que les particules légères restent au-dessus et les particules lourdes sont au fond. Bon, maintenant, quand vous faites ça, ça c'est à température ambiante. Maintenant, quand vous centrifugez, pendant la centrifugation, avec l'accélération, avec la force centrifuge, il y a une répartition qui va se faire le long du tube. Les particules de densité élevée, puisqu'on a dit que la force centrifuge est proportionnelle à la masse, plus la densité de la particule est importante, plus sa vitesse de sédimentation sera grande et plus vite elle va rester au fond du tube. Donc, vous voyez ici que les grosses particules restent au fond et les particules légères restent quelque part au milieu. Voilà, c'est le même principe. Là, le gradient est continu. Ici, le gradient est discontinu. On a différentes couches de densité différentes qu'on dépose l'une sur l'autre. Voilà. Par exemple, il y a les réactifs qui permettent de créer ce gradient discontinu. On peut utiliser le chlorure de césium, on peut utiliser le percol. Ça, ce sont les réactifs que vous verrez en laboratoire. Donc, mesdames et messieurs, donc voilà rapidement brossé quelques éléments sur la centrifugation. Je vais peut-être revenir pour vous donner encore un autre détail. Alors, quand vous faites une centrifugation, il est très important de prendre en compte certaines précautions. Et parmi ces précautions, il y a qu'il faut savoir équilibrer les tubes. Je prends par exemple une centrifugeuse comme celle-ci, qui a par exemple, je ne sais pas moi, on va compter ensemble les plots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je comprends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, vous avez là 8. Vous devez toujours mettre les tubes face à face. Ça, c'est la première chose. Les tubes doivent être mis face à face. Donc, si c'est une centrifugeuse qui a 8 plots, vous ne devez pas mettre le tube 1 à côté du tube 2. Si vous n'avez que 2 tubes à centrifuger, vous devez les mettre face à face. Donc, par exemple, ici, vous pouvez mettre un tube ici et un tube ici. Ou un tube ici et un tube ici. Un tube ici et un tube ici. Voilà comment vous équilibrez. Deuxième chose, les tubes que vous mettez face à face doivent avoir rigoureusement la même masse. Si le tube 1 a par exemple 10 grammes, le tube 2 doit aussi avoir 10 grammes. Parce que si vous ne respectez pas, si vous mettez par exemple deux tubes qui ont des masses différentes, en ce moment en centrifugeant, puisque en centrifugeant, l'accélération amplifie la masse. Donc, un tube qui avait la force de pesanteur est multipliée par l'accélération. Donc, c'est un peu comme si vous vous trouvez sur Terre, où vous avez par exemple un poids de 100 newtons. Vous vous retrouvez sur une planète où la pesanteur est encore 100 fois plus élevée. Vous n'aurez plus un poids de 100 newtons, vous aurez un poids 100 fois plus élevé. Et c'est ce qui se passe. Donc, l'accélération accélère la force de pesanteur, ça démultiplie la force de pesanteur et ça démultiplie donc le poids que ça peut créer. Donc, si vous ne respectez pas cet équilibre-là, au moment de se centrifuger, vous pouvez avoir comme risque votre tube qui se casse complètement, ou bien votre solution qui sort, ou bien encore, vous pouvez avoir la centrifugeuse qui se casse complètement et c'est dommage. En ce moment, on va vous chasser du laboratoire, que vous avez gaspillé l'échantillon, gaspillé le matériel de travail, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, c'est très important
d'équilibrer votre tube. Peut-être on va y revenir durant le TD, mais je crois que là, dans cette petite vidéo, j'ai fait un aperçu global. D'accord, à tout à l'heure pour vos questions.